Donc déjà, la première question que j'aimerais vous poser, c'est Dr Emmanuel Herbert Vieira, docteur en géosciences de l'environnement. Je vais faire court, hein, spécialiste marché public, diplômé en management des marchés publics, spécialiste aussi en logistique, euh, économie du tourisme, je pense. Vous allez le préciser tout à l'heure. Je fais exprès même de ne pas tout dire parce que je vous laisse dire ce qui est cohérent. Mais comment arrivez-vous, en fait, à optimiser tout ça dans vos fonctions actuelles? Oui, il faut reconnaître que la pluridisciplinarité a été un choix voulu et qui aujourd'hui dans mes fonctions de SPM, de spécialiste en passation des marchés, m'aide énormément puisque peut-être qu'il n'y avait pas mieux pour mettre en exergue cette pluridisciplinarité. Oui, docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace. Ceci me permet d'avoir une lecture, si vous voulez, beaucoup plus large des questions d'impact, des questions de cycle de vie d'un projet public et autres. Et ça m'apporte beaucoup aussi au niveau de l'approche environnementale, n'est-ce pas, au niveau de l'approche durabilité et des marchés publics. Oui, le management et régulation des marchés publics me permet en effet d'avoir une certaine, si vous voulez, sécurité juridique par rapport aux procédures, par rapport à la conformité aux standards nationaux et internationaux. Et les autres profils m'apportent aussi beaucoup dans ce métier parce que le transport logistique, vous comprenez qu'il faut une certaine maîtrise de toute la chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement. Et il y a beaucoup de notions de logistique qu'on retrouve dans les marchés publics. Les marchés publics, en fin de compte, épousent aussi le cycle, la chaîne logistique, en fait, au niveau des entreprises. Donc, oui, c'est vrai, cette polyvalence, elle peut être très bénéfique dans la mise en œuvre, mais pour ceux qui parfois voient votre profil, ils se demandent mais comment a-t-il pu faire tout cela et comment il arrive à mettre tout ça, parce qu'on ne sait réellement pas comment vous caser. Ça peut être un avantage et un inconvénient à la fois. Voilà. Dans votre cas, c'est tout un atout. Je dirais plusieurs atouts autour d'un atout principal. Le statut principal que sont les marchés publics aujourd'hui et qui sont le gros bénéficiaire de ce caractère pluridisciplinaire-là. Et je dirais, il n'y a pas un domaine qui rend mieux hommage à la pluridisciplinarité que les marchés publics. Et dans cette dynamique-là, tout à l'heure, vous avez parlé des questions environnementales. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a un débat qui est fait, j'aimerais bien sûr avoir votre position là-dessus. C'est beaucoup plus un débat conceptuel. Il faut l'avouer, c'est beaucoup plus un débat conceptuel. Et offre économiquement la plus avantageuse, offre la plus avantageuse. Le débat qui est fait aujourd'hui, c'est que certains estiment, à tort ou à raison, vous me direz votre position, qu'on ne devrait pas parler d'offre économiquement la plus avantageuse parce que c'est assez réducteur et qu'on devrait parler tout court d'offre la plus avantageuse. Mais dans le lexique béninois, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse que nous retrouvons. On ne dit pas que c'est une erreur, mais qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre lecture de cette dualité conceptuelle-là qui existe aujourd'hui? Merci. Oui, en effet, le Bénin a fait le choix aujourd'hui de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse et c'est une avancée. Et c'est une avancée notable puisqu'il ne faut pas oublier que nous revenons de loin, nous revenons d'une pratique de l'offre la moins disante et qui avait tout son lot d'inconvénients puisque le seul élément prix ne peut pas justifier une acquisition, surtout qu'il y a des coûts futurs qu'on ne prend pas en compte. Et après, ce sont les autorités contractantes qui payent le prix. C'est le budget de l'État qui en souffre,
puisqu'il ne sert à rien d'acheter, par exemple, des copieurs qui vous coûtent dans l'exploitation beaucoup plus cher qu'à l'entrée, alors que vous pouvez avoir un peu plus cher à l'entrée et qu'au niveau du cycle, du coût lié au cycle de vie même du produit, vous puissiez bénéficier d'avantages très remarquables quant à la maintenance, quant à l'exploitation, quant à même la fin de vie du produit. Oui, l'offre économiquement la plus avantageuse avait été pensée pour dépasser cette notion de l'offre la moins disante, de sorte à ne plus simplement se limiter au prix le plus bas. On sait quelles conséquences ça a eu, hein. On a acheté des fournitures, on a réalisé des travaux qui n'ont pas duré dans le temps. Donc, les ressources de l'État sont assez rares. Et s'il y a des ressources qu'il faut mieux penser dans leur gestion, c'est bel et bien le franc public. Parce que c'est des ressources qu'il faut pouvoir sécuriser. Et c'est tout l'avantage d'utiliser une méthode telle que l'offre économiquement la plus avantageuse. Il n'en demeure pas moins que cette notion d'offre économiquement la plus avantageuse, dans sa mise en œuvre aussi, pose quelques problèmes. Parce que lorsque on se limite à utiliser l'offre économiquement la plus avantageuse et qui ne rend pas obligatoire l'utilisation de tous les critères, de plusieurs critères de durabilité, et que le prix lui-même peut constituer un critère fondamental de l'offre économiquement la plus avantageuse, ça pose un problème. Parce que on prend sorti d'une situation, mais on en revient à la même. Et c'est là où les écoles diffèrent et le débat est intéressant à faire. Parce que compte tenu de la complexité, parce que ce qui coûte cher au marché public, ce n'est pas la durabilité, c'est l'imprécision. L'imprécision dans les TDR, dans l'expression des besoins, le mauvais dimensionnement, la mauvaise définition des critères. Quand on n'a pas des critères clairs, bien pondérés et autres, c'est bien normal que à la fin on ait des difficultés dans la mise en œuvre. Et l'offre économiquement la plus avantageuse, après l'application des critères d'ajustement. Puisque nous avons plusieurs ajustements que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir, à titre d'évaluation, seulement aux fins d'évaluation, avoir une valeur globale réelle du marché, mais cette valeur globale qui est fictive, puisque elle est faite sur la base des ajustements, et ça nous donne en réalité la valeur globale. Mais la comparaison au finish, et c'est là tout le débat est intéressant, la comparaison à la fin, après avoir appliqué tout ça, les critères d'ajustement, on en revient encore à comparer par rapport au prix. Parce que tous les intrants restent monétaires. Très bien. Tous les intrants restent monétaires. Et c'est là que ça se justifie, hein, économiquement la plus avantageuse. Mais il faut dépasser cette notion d'économiquement la plus avantageuse. Et il y a des exemples qu'on peut prendre, hein, le Sénégal qui a bien compris cette notion, qui tout en appliquant cette offre économiquement la plus avantageuse, d'ailleurs même ils disent beaucoup plus la plus avantageuse, introduisent des critères de durabilité. Ce qui est bien faisable dans l'application de la notion de l'offre économiquement la plus avantageuse. La durabilité n'est pas un risque, c'est une opportunité. Une opportunité pour mieux minimiser les risques dans le futur. Oui, c'est vrai. La durabilité finit par constituer un risque lorsque les critères sont mal définis, lorsque la pondération est mal faite, ou la critérisation aussi, voilà, les critères sont mal définis. Tout à fait. Ils prennent un caractère exclusif même parfois. Tout à fait. Donc, je crois que aujourd'hui plus qu'hier, il faut bel et bien, après avoir fait cette expérience, d'utiliser des critères d'ajustement qui sont souvent liés au coût du cycle de vie du produit et qui peuvent ne pas prendre en compte les volets environnementaux,
économiques et sociaux, n'est-ce pas? Et ça peut poser des problèmes parce que ici, l'avantage de l'introduction des critères de durabilité, d'aller vers des achats responsables, vers des achats durables, c'est de pouvoir mettre ensemble la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Et on a tout à gagner d'évoluer vers cette durabilité. Et c'est tout le challenge dans l'application de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ne pas se focaliser sur la notion économiquement pour croire qu'il s'agit simplement d'éléments purement monétaires, économiques qu'il faut prendre en compte, mais il faut aller au-delà de cela et introduire, puisque l'offre économiquement la plus avantageuse dans sa mise en œuvre permet effectivement d'introduire des critères de durabilité. Merci. Mais le problème se trouve où? Et l'un des problèmes, moi j'ai remarqué avec les spécialistes marché public que j'ai pu rencontrer lors des différentes activités, qu'on a un souci, particulièrement dans votre pays, le Bénin. Le Bénin n'est pas un cas isolé, hein, rassurez-vous. Mais quand on prend le cas du Bénin, si mes statistiques sont bonnes et cohérentes, tu as 100 spécialistes en marché public. Et les 100 te disent, on a suivi des formations sur la mise en œuvre de l'offre la plus avantageuse sur la durabilité. C'est même le nouveau concept que nous sommes en train de mettre en œuvre. On a tout à gagner. C'est vraiment bien, voilà comment ça se fait. Mais sur les 100, à peine 5 te disent qu'ils l'ont appliqué. C'est ironique. 5 à peine te disent qu'ils l'ont appliqué. Donc on se demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les SPM, qui pourtant sont conscients des enjeux, qui sont conscients des avantages et des bénéfices pour la commande publique, n'osent pas, je préfère utiliser cette expression-là, n'osent pas encore toucher cet avantage-là pourtant. C'est assez ironique et contradictoire. Est-ce qu'il y a encore des efforts que les gouvernants ou les pouvoirs publics à leur niveau doivent faire? J'ai un peu des théories aussi à mon niveau hein, que je vais énoncer ici. Mais qu'est-ce qui fait que pour le moment, la mayonnaise n'a pas encore vraiment pris ici, il faut le dire ainsi? Peut-être vous me permettrez de revenir d'abord sur cette différence entre l'offre économiquement la plus avantageuse et l'offre la plus avantageuse. Pour mettre tout le monde à l'aise, peut-être il faut aller à l'offre la plus avantageuse. Et on s'assure que en utilisant la notion d'offre la plus avantageuse, on entend très bien aller vers des achats durables où on arrive à obtenir les 3 types de performances dont j'ai parlé tantôt, la performance économique, sociale et environnementale. Mais ceci dit, il faut féliciter la RMP qui a fait quand même un travail très appréciable dans la mise en œuvre de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, puisque la RMP a pris le soin de former l'ensemble des acteurs, et pas seulement les acteurs de la passation, mais est allé jusqu'à sensibiliser aussi les différents autres acteurs partenaires au marché. Même les services techniques. Voilà, les services techniques, même des soumissionnaires ont été informés, sensibilisés, le secteur privé. Donc, ils ont ratissé quand même large pour non seulement la formation et la sensibilisation sur cette notion de l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais dans la mise en œuvre de cette méthode, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les marchés publics, les profils sont divers. Oui. Et il y a une certaine complexité déjà du travail de SPM qui vous amène parfois dans la peur de remise en cause de l'attribution et autres, des recours à gérer derrière, ainsi de suite. Je me dis peut-être que certains SPM veulent éviter beaucoup plus la complexité du marché. C'est pour cela que ils ne vont pas vers la définition de critères d'ajustement pour pouvoir vraiment mieux apprécier les coûts liés au cycle de vie du produit et autres de ce qu'on veut mettre en œuvre. Je crois que une formation sur l'évaluation seule ne suffit pas. C'est déjà assez intéressant.
Ça suffira à certains profils, mais la majorité, je crois, a besoin vraiment d'une certaine mise en œuvre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir définir, les SPM sont spécialistes dans plusieurs domaines. Gérer les acquisitions d'une université agricole, ce n'est pas gérer les acquisitions d'une entreprise, d'une industrie, par exemple, n'est-ce pas? D'une administration hospitalière, par exemple. Donc déjà, pour mieux adresser la question des critères d'ajustement, il faut déjà mieux maîtriser les techniciens, les bénéficiaires, parce que les problèmes que nous avons vont beaucoup plus loin, déjà dans la définition du besoin, dans les TDR, la façon même de préparer les spécifications techniques, les TDR qui souffrent parfois d'imprécisions et qui ne permettent pas, parce que vous voyez le SPM en train de se décarcasser pour comprendre le besoin de chaque département, et les départements techniques ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes, les matériels, les fournitures, les services, les travaux et autres ne sont pas les mêmes. Des chocs. Donc, il faut une certaine... il faut mettre plusieurs compétences ensemble. Et oui, il est clair qu'on gagne, on a tout à gagner à définir des critères d'ajustement et à les mettre en œuvre dans les dossiers d'appel à concurrence. La réalité est que quand vous ne définissez pas clairement ces critères, ça vous posera problème par la suite. Donc très souvent, c'est beaucoup plus le critère prix qui est retenu et qui est utilisé. Certains utiliseront l'ajustement délai pour donc les deux critères qui sont beaucoup plus facilement utilisés, c'est les critères liés au délai et au prix. Mais il faut aller au-delà. Parce que si je veux acquérir des véhicules, je dois pouvoir me demander quelle est la consommation, n'est-ce pas? Je dois pouvoir me demander quel est l'impact sur l'environnement, l'empreinte carbone. Je dois pouvoir me demander en réalité, est-ce que l'entreprise, le fournisseur du fournisseur ou le fournisseur de ce véhicule, en réalité, le concessionnaire, en réalité, est-ce que c'est un concessionnaire qui applique quand même les normes, tout ce qui est normes environnementales, normes sociales, l'approche genre et autres au niveau de ses employés, ainsi de suite. Il ne serait pas intéressant que j'aille acquérir chez quelqu'un qui utilise de la main-d'œuvre infantile, par exemple, et qui est totalement interdite. Donc, tout cela contribue à améliorer en réalité l'environnement, l'écosystème des marchés publics. Mais vous l'avez dit, ça peut faire trop pour un SPM. Oui, ça peut faire trop pour un SPM d'aller chercher tout ça juste pour une seule acquisition. Ça peut faire trop parce que ça fait beaucoup de compétences. Et là encore, on a ignoré même encore, on n'a pas parlé de compétences normatives. Vous êtes SPM en logistique, donc il y a les compétences de normes et tous les paramètres qui entrent en compte. Tout à fait. Ça peut faire trop pour un SPM. Mais le défi, c'est qu'il faut quand même le faire. Justement. Alors qu'au même moment, c'est difficile pour un SPM de faire tout ça au même moment et d'être attentif sur tous ces points. Comment on arrive à joindre ces deux paramètres? Je crois que il faut impliquer les prescripteurs, c'est-à-dire les bénéficiaires. D'accord. Parce qu'en définissant les besoins, ils sont les plus à même de mieux expliquer le besoin. Oui, le département ou la direction technique bénéficiaire, en adressant son besoin, devait être capable de mieux apprécier quels sont les critères qui permettent de sécuriser l'acquisition en termes de performance environnementale, en termes de performance économique, en termes de performance sociale. Tout au moins,
la toute première réflexion, quant aux spécialistes des marchés publics, de pouvoir mieux exprimer ces critères, de prendre en compte ces critères et de les critériser et de les pondérer. Et vous verrez que c'est là que toute la différence est faite. Parce que dans l'offre économiquement la plus avantageuse, on applique, en termes de pénalisation ou autre, à partir des ajustements, on obtient une valeur globale de l'acquisition ou des travaux ou des services. Et c'est cette valeur globale qu'on compare. Si on va vraiment à l'offre la plus avantageuse, nous allons peut-être simplement pondérer d'abord le volet économique, qui comportera d'abord le critère prix, peut-être à, je suppose, 25%. Le critère coût lié au cycle de vie du produit, par exemple, à 15%, ça fait 40% sur le volet économique. Sur le volet environnemental, on pourrait appliquer une pondération critérisée de 35%. Et au niveau du volet social et territorial, si on veut, on pourrait appliquer une pondération de 25%. 25, 35, ça fait 60, plus les 40. Ça vous fait 100%. Ce qui fait que les notes attribuées après pondération permettent d'obtenir un classement. Oui, systématiquement. Et là, effectivement, ce serait l'offre la plus avantageuse. Parce que ça prend en compte les trois piliers. Ça prend en compte les trois piliers, les trois aspects. Mais je sais que c'est beaucoup de travail demandé à un SPM. Et c'est pour cela que les autorités contractantes gailleraient à renforcer les capacités des SPM autant qu'elles le peuvent. Parce qu'il y va de leur intérêt à ne pas hésiter à mettre à disposition du personnel adéquat. Mais quand l'acquisition est réussie et est durable, tout le monde y gagne. Mais lorsque le SPM, il est seul à se défendre comme un démon, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à atteindre vos objectifs, il y a des infructuosités qui s'accumulent, ou carrément, lorsque l'acquisition est faite, l'acquisition ne répond pas à ce que vous attendez après exploitation ou bien dans la phase d'exploitation, mais c'est toute l'entreprise qui perd. Donc, pourquoi ne pas investir en amont pour mieux récolter en aval? Ça reste même toujours une dynamique durable. C'est toujours, vous avez compris, on ne peut qu'être dans la durabilité. Mais je vais un peu plus loin. Ce comportement durable nous concerne nous tous. Et au-delà des acquisitions. Parce que lorsque nous voulons acquérir, par exemple, aller dans un restaurant, mais on est beaucoup plus à l'aise d'aller payer 15 000 francs pour un plat dans un restaurant classique qui paie les impôts, où les impôts serviront à assurer un certain développement derrière, qu'à aller payer 10 000 francs à un restaurant qui relève de l'informel. Ça devait être le comportement de tout le monde. Parce que celui à qui vous payez 15 000 francs, avec des gens qu'ils ont engagés, qui payent un personnel. Les bons indices, même les bons indices de salaire au plan national. Donc la dynamique sociale est là, il y a le volet environnemental, ils respectent les normes de pollution, ils ont insonorisé leur endroit, il y a tous ces paramètres. Parfait. Effectivement. Et c'est aussi bénéfique pour celui qui va dans un centre aussi sécurisé parce que au moins il est assuré que l'hygiène y est. Donc, il faut donner les moyens. Mais ce que vous venez de dire, ça, c'est ironique parce que le cerveau humain le fait en moins d'une minute, ce calcul. Justement. Mais quand vous amenez ça à la dimension achat public, c'est nettement plus compliqué. Et c'est là que j'ai un peu peut-être une théorie que j'ai développée avec un ami. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Je disais à un ami avec qui je discutais, cette problématique-là, elle n'est pas que béninoise, elle est carrément subsaharienne. Hein. Quand vous regardez la bande, vous avez dit le Sénégal aujourd'hui a fait de gros efforts, il faut l'avouer, la Côte d'Ivoire un peu.
Mais on a encore ce problème-là en termes de... Il y a un fossé entre les dispositions prévues que nous acceptons, que nous saluons et ce que nous appliquons. Et quelqu'un me dit, mais comment on règle ça? Parce que vous avez si bien caricaturé, vous avez si bien sorti le problème qu'il y a. Et je me dis, mais d'un côté, est-ce qu'on ne peut pas, au niveau de nos autorités de régulation, je suis peut-être une voie plus autorisée que d'autres, est-ce qu'on ne peut pas modéliser? Pourquoi? Parce que, vous l'avez clairement dit, c'est ce qui est très juste dans votre analyse, le SPM, il est SPM, vous avez les SPM un peu partout, mais ils ne sont pas les mêmes SPM, pour deux raisons. Ce ne sont pas les mêmes structures, ce ne sont pas les mêmes métiers, ils ne sont pas dans les mêmes structures, les structures n'ont pas les mêmes réalités. De deux, ils n'ont même pas le même historique. Et vous avez beaucoup de SPM qui sont juristes, vous en avez qui sont spécialistes marché public, ils ont fait une formation diplômante en marché public, mais vous en avez qui sont ingénieurs, vous avez de tout dans les marchés publics. Mais quand on nivelle, ils sont tous SPM. Et le problème aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que la dimension économique de la durabilité, qui est l'une des bêtes noires des SPM aujourd'hui, c'est que quand vous regardez la mise en œuvre, c'est-à-dire du prix, il y a dans le prix, il faut aller sortir du prix et aller au niveau du coût d'acquisition d'abord, avant maintenant d'aller au coût total de possession et maintenant aller au coût du cycle de vie. De façon architecturale, il n'y a pas de problème, ça se comprend. Mais dans la mise en œuvre, c'est que ça fait appel à des compétences plus techniques que les marchés publics, qui sortent des marchés publics. Il faut être un peu mathématicien, il faut sortir les coefficients d'actualisation, il faut même sortir les sources de ton coefficient d'actualisation. Qu'est-ce qui fait que tu prends 3% sur ce marché alors que l'autre tu prends 4%? Est-ce que ça te vient du taux d'inflation? Et si c'est le taux d'inflation, tu sors ça à quel état source? C'est quel bailleur? C'est au plan national? C'est l'Institut national? C'est tout un tas de problèmes. Et ça, quand vous demandez à un SPM de gérer tout ça, c'est de la mathématique financière. Enfin, il faut qu'il enlève les valeurs résiduelles. Parce que les coûts d'exploitation sont des coûts qui ne sont pas des coûts de maintenant, ce sont des coûts futurs. Donc, il faut les ramener à maintenant, il faut les actualiser pour pouvoir, de façon cohérente, les appliquer au coût d'acquisition qui lui est actualisé avant d'avoir une valeur du coût du cycle de vie que tu vas maintenant comparer entre entreprises. Mais quand tu demandes ça à un SPM qui est juriste, par exemple, il te dit simplement, j'ai fui justement ces calculs-là, c'est ce qui m'a amené vers le droit. Il y en a qui me l'ont dit, ils disent, mais ne t'attends pas à ce que moi, je me casse la tête pour faire tout ça. Donc, écoute, je ne rentrerai pas dedans. Donc, il faut que l'autorité de régulation prenne un peu le lead. Pour modéliser, à mon avis, il faudrait qu'on ait des modèles. Ça va être compliqué, mais ça peut se faire. On va travailler énormément au début, mais après, tout sera facile dans cette dynamique durable. Donc, il faut modéliser et que le SPM se retrouve dans une dynamique où il peut se lever, aller sur même le site de l'ARMP. Je donne l'exemple de l'autorité de régulation de la commande publique selon les cas. Et il dit, j'ai tel marché, tel type de marché, voilà tel objet. Il clique et ça lui génère en même temps un tableau, un schéma, où il peut renseigner les données. Le taux d'actualisation, ce n'est même plus à lui de le faire. C'est connecté de l'intelligence artificielle qui ajuste en conséquence, au fur et à mesure. Donc, c'est lui qui l'applique. Il n'a qu'à mettre les données, le nombre de soumissionnaires, il met les prix, il met à peu près les variables qu'ils ont demandées, il met toutes les informations, et ça lui génère le coût du cycle de vie qu'il peut automatiquement imprimer, mettre dans son dossier et comparer, et ça facilite l'évaluation. Donc, pour moi, tant qu'on ne va pas faciliter la vie au SPM, il ne va pas décider lui de se faciliter la vie. C'est comme ça que je vois la chose. Oui, tout à fait. Et je crois que la RMP a tout compris. Parce qu'aujourd'hui, la RMP, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, avec la RMP, est engagé dans une dynamique de e-procurement. Ouais. Et cet e-procurement a été pensé quand même de façon globale et systémique, plus ou moins pour le cas du Bénin. Et ça, il y va de l'intérêt de tous. Et je crois qu'il faut saluer cette initiative de la RMP, qui d'ailleurs a déjà fait du très bon chemin en sensibilisant, en formant les acteurs par rapport à ces types de procurement. Et je reste convaincu qu'avec la mise en œuvre de ce type de procurement, on va régler la question. Parce que en digitalisant, on est obligé de modéliser. Effectivement. Et lorsqu'on modélise, puisque la plateforme même permettra de générer des dossiers d'appel à concurrence, n'est-ce pas, de n'apporter que les informations factuelles précises, ainsi de suite, voulues,
et que le DAC puisse être généré, cela facilitera la tâche. Et je crois que c'est une avancée, justement, voilà, c'est une avancée notable et franchement, nous sommes impatients de voir la mise en œuvre de cet outil qui va dynamiser le secteur des marchés publics et qui va apporter beaucoup en termes de performance au marché public. Et nous restons convaincus que à ce moment, effectivement, des critères de durabilité seront pris en compte et que dans la conception même de l'outil, des grilles seront déjà pensées de façon claire pour permettre une certaine transparence et une certaine facilité d'analyse des différentes offres et propositions qui seront soumises. Je suis optimiste. Voilà, je reste très optimiste, mais la question mérite débat, effectivement. Quand on analyse, quand on s'implique dans les marchés publics, on finit par comprendre que c'est beaucoup demandé à un spécialiste des marchés publics d'avoir de la compétence sur tous ces éléments. Oui. Et il est totalement écartelé dans la mise en œuvre de tous ces critères, ainsi de suite. Et mais je crois que les SPM font ce qu'ils peuvent au Bénin. Ils essaient d'appliquer tant que faire se peut. Et ils n'ont d'ailleurs pas le choix. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des erreurs, les erreurs en marché public se payent cash. Et vous savez, le Bénin, c'est un des pays qui a un exemple, je vais le dire ainsi, dans ce sens-là. Et j'ai discuté récemment avec des nationalités dans la sous-région. Et vous savez que le Bénin est en top 1 en termes de rigueur applicable, que ce soit du côté secteur privé et public à la fois. Oui, justement, le Bénin a fait le choix. Les statistiques, c'est ironique. Justement. Bon, c'est discutable pour certains, d'autres estiment que les sanctions sont trop fortes, d'autres estiment qu'on sanctionne un peu trop, qu'il faut catégoriser aussi les types de sanctions, que ce soit en intégrité ou en opérationnel. Quelqu'un qui a par exemple oublié d'inviter des entreprises pour une ouverture des propositions financières, on ne va pas le sanctionner que comme quelqu'un qui a été reconnu coupable de pratique de corruption. Donc le débat reste, il n'y a pas de problème, mais ça fait que quand même au Bénin, certains, et ça c'est pas moi qui le dis, ont remarqué quand même qu'il y a une très nette évolution en termes de niveau de conscience des SPM face au dossier de marché public. En tout cas, tout ce que je peux dire aujourd'hui, aucun SPM n'ignore que ces différents agissements, c'est-à-dire la mauvaise application, la violation flagrante des principes fondamentaux de commande publique, lui font risquer quand même gros. Une exclusion sur plusieurs années. Donc, c'est connu. Je crois que le message a été fort et c'est passé. Et d'ailleurs, beaucoup ne se lancent plus forcément dans les marchés publics parce que ils ont été sensibilisés aux risques liés au marché public. J'avoue que c'est un domaine tout aussi passionnant que risqué. Oui. Et le drame des marchés publics, on ne comprend pas les acteurs. On ne les comprend pas toujours. Parce que ils peuvent avoir péché par une advertence. Ils peuvent ne pas savoir réellement et le faire. Ils peuvent commettre des erreurs de bonne foi. Oui. Mais ces erreurs commises de bonne foi, malheureusement, se payent cash. Parce que aurait dû savoir. Oui. Si vous n'avez pas pris les précautions, voilà, si vous n'avez pas pris les précautions à la base, si vous avez écarté un soumissionnaire alors qu'il est dans son droit, il fait un recours, vous vous entêtez à le maintenir toujours dans le tort, il fait le recours devant la RMP. Si la RMP, au vu des sources de droit et autres, de l'application même du code des marchés publics et autres, juge que vous avez violé et que c'est à bon droit que le soumissionnaire fait son recours, je crois que chacun est remis à sa place et parfois des sanctions s'en suivent.
Il faut continuer d'assainir le secteur, il faut continuer de sensibiliser, il faut continuer d'accompagner. Et il faut qu'on comprenne dans les entreprises, dans les administrations, au niveau des autorités contractantes, que le marché public n'est pas l'affaire du SPM. Le SPM, il est le spécialiste des procédures. Il est le spécialiste qui permet d'assurer une certaine sécurité juridique, procédurale, au niveau des marchés publics. Mais il n'est pas un omniscient. Il n'est pas du tout un omniscient. Le premier spécialiste des marchés publics dans une entreprise devait être le premier responsable. Parce qu'il y va de son intérêt. Il ne peut pas atteindre ses objectifs si il n'arrive pas à fonctionner. Or, pour fonctionner, pour dépenser les ressources de l'État, il faut bel et bien passer par les marchés publics. N'est-ce pas? Donc, ceux qui ont compris, l'ont compris. Et ils savent accompagner carrément les SPM, et je crois que ils ne regrettent pas, puisque lorsque tout est appliqué de façon assez juste et équitable, tout le monde y gagne. Et ça permet aussi au niveau de l'entreprise d'améliorer la performance, parce que on ne s'imagine pas, mais tout le monde est concerné par les marchés publics. Parce qu'au niveau des départements techniques, il faut bien, selon les dispositions au niveau du Bénin, qu'il y ait un représentant de ces départements techniques. D'abord, les TDR viennent d'où? Les TDR, c'est eux qui proposent les TDR, les spécifications techniques de leurs besoins. Donc, s'ils ne sont pas formés à la chose, qu'est-ce qui se passe? On perd du temps. Parce que ils font des TDR qui ne sont pas exploitables par le SPM pour pouvoir monter le DAC. Et c'est une perte de temps. Et c'est pour cela que la bonne pratique veut que ce soit de commun accord. Après avoir élaboré les TDR, que la PRMP puisse participer à une séance d'arbitrage, de validation, on l'appelle comme on veut, n'est-ce pas, d'échange autour des TDR avec les autres directions, parce que il faut pas travailler de façon cloisonnée. Ce n'est pas parce que c'est la direction financière qui a le besoin qu'en réalité les TDR ne concernent que la direction financière. Il faut faire attention. Cette acquisition de la direction financière impactera forcément de façon systémique toute l'entreprise. Et il ne faut pas se dire que nous avons la science infuse, parce que parfois c'est les départements. D'ailleurs, l'adage le dit si bien, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Les autres vous apportent beaucoup plus une vue assez panoramique, assez systémique de ce que vous avez à faire, et vous permettent d'améliorer, de mieux adresser en réalité vos TDR. Je crois que si l'entreprise comprend et tous les départements participent déjà en amont à une meilleure définition du besoin, à une meilleure définition des critères, n'est-ce pas? Ça devient fluide à la phase de passation, et ça permet d'assurer la transparence et d'appliquer les autres principes fondamentaux des marchés publics. Tant qu'on n'aurait pas compris que chaque acteur au niveau de l'entreprise est concerné par les marchés publics, est concerné par le code éthique des marchés publics, est concerné par la définition, parce que le fait de ne pas comprendre, de ne pas connaître, parce qu'il y a de grosses difficultés que les SPM vivent. Quand vous réunissez la COE, les membres là, ils sont aussi affectés à d'autres tâches dans l'entreprise. Il faut reconnaître que les marchés publics consomment assez de temps. Oui, pour ne pas chasser. Et vous êtes enfermés dans des délais. Mais ces délais sont difficilement soutenables, parce qu'on n'arrive pas à les tenir. Pourquoi? Parce qu'au même moment où vous avez tel représentant qui est dans votre commission d'évaluation et d'ouverture et d'évaluation, mais il est appelé à d'autres tâches, à d'autres fonctions, tout aussi urgentes au niveau de l'entreprise. Quand vous prévoyez de travailler, parfois ils se rendent indisponibles. Oui, c'est vrai, quand le quorum est atteint, vous pouvez avancer. Mais ce n'est pas toujours évident pour une commission d'évaluation, d'ouverture et d'évaluation. Donc, on est obligé de faire avec. Et parfois, de faire, de mâcher le travail avant d'avoir les différentes
personnes concernées. Et c'est lourd pour la passation de s'impliquer à ce niveau. Et l'entreprise gagnerait totalement à ce que tous les acteurs soient sensibilisés. Parce que, oui, vous voyez parfois dans certaines commissions, le représentant qui vient et qui ne sait pas que les travaux d'évaluation sont strictement confidentiels. Effectivement. Et qui va partager des échanges, n'est-ce pas, des informations sur telle entreprise avec un autre collègue ou avec son supérieur hiérarchique. Et il le fait de façon anodine pour lui, il n'a fait que donner l'information à des gens qui appartiennent à l'entreprise et qui sont concernés. Pour lui, il estime que c'est légitime alors que c'est très illégal. Mais c'est déjà une violation. Hein, les marchés publics, je crois que c'est l'un des domaines les plus normés, où tout est pensé et autres, et la notion de risque a été vraiment adressée. Et si on arrive à les respecter, à respecter vraiment les procédures, à respecter les normes, tout le monde gagne et on atteint vraiment la performance. Et aujourd'hui, vous, dans votre métier particulièrement, est-ce que vous avez des recommandations à faire aux jeunes spécialistes? Parce qu'actuellement, vous savez, beaucoup en sortent. Vous l'avez dit en filigrane, beaucoup en sortent, et je confirme, c'est une réalité. Parce que quand on explique les enjeux de cette fonction de spécialiste marché public, tant au niveau de la passation que du contrôle, il y en a qui vous disent, OK, je pense que j'ai intérêt à sortir de cette affaire-là parce qu'il y a mieux ailleurs. On n'a pas forcément la même capacité à soutenir certaines choses. Mais on a aujourd'hui une génération qui est en train d'entrer dans ce domaine. Il y a de plus en plus de formations diplômantes en marché public, bien que pas beaucoup plus que par le passé, et qui malheureusement, et ça c'est un travail qu'on va tous faire, qui malheureusement saute 2 pieds joints dans le domaine des marchés publics et se retrouve 3-4 années après à dire « je n'avais pas compris que c'était comme ça ». Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre comme dispositif institutionnel, c'est-à-dire au niveau de l'État même, et qu'est-ce que les SPM peuvent faire dans une dynamique même de tutorat ou de mentorat? Qu'est-ce qui est possible d'après vous pour régler ce problème-là? Bon, je n'ai pas la prétention d'être assez vieux dans le métier pour prodiguer de ces conseils aux jeunes et autres, mais tout ce que je sais des marchés publics en réalité, c'est que c'est un domaine assez risqué. Mais lorsque le risque il est connu, lorsqu'il est vraiment maîtrisé, on arrive à le mitiger. Et c'est de définir des stratégies de mitigation des différents risques liés au marché public. Les risques liés au marché public, en réalité, la complexité, c'est que ça vient de partout. Les risques viennent de l'intérieur. Les risques partent d'abord de vous-même, c'est-à-dire des acteurs même des marchés publics. Les risques peuvent être liés à vos propres collaborateurs, donc à votre environnement de travail. Les risques vont toucher aussi les soumissionnaires, ceux qui viennent. Les risques vont parfois même au-delà. Je ne dirai pas plus. Donc, en fait, il est important de savoir c'est quoi le métier du SPM. Au-delà des connaissances académiques, livresques et autres, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut se donner le temps d'apprendre. Parce que, comme j'aime bien le dire, les erreurs en marché public se payent cash. Et très souvent, il y a très peu de situations atténuantes qu'on vous trouvera. Et au Bénin, il est clairement dit, personne responsable des marchés publics. Responsable. Responsable. Déjà en entrant dans la fonction, vous savez que votre responsabilité est engagée. Et effectivement, dans les faits, votre responsabilité est engagée. Et aujourd'hui, même après votre départ de la fonction. Mais vous êtes sur une chaîne des dépenses publiques. Oui. Le fait d'avoir géré des dépenses publiques, de sortir de la fonction,
ne vous met pas à l'abri de poursuites. Si on relève au cours des audits un caractère, voilà, tant que ce n'est pas, c'est toujours applicable, on vous appliquera la sanction, n'est-ce pas? Donc, très souvent, les actes ont un caractère totalement imprescriptible. Il faut faire beaucoup attention. Il faut pouvoir mesurer le risque, savoir ce que nous voulons faire réellement. Et s'il n'y a pas un tout petit peu de passion, je crois que vous aurez du mal à rester dans les marchés publics parce que la pression, elle est forte. Elle est forte et ça se comprend. Les marchés publics, c'est un jeu d'intérêt. Intérêt pour l'entreprise parce que l'entreprise a des besoins. Et si l'entreprise, et très souvent, vous arrivez au bureau, lorsque quelqu'un manque d'un stylo dans son bureau, tout de suite, il dit oh, ce sont les problèmes de marché public. Lorsque carrément la clim fonctionne mal et puis qu'il n'y a pas de maintenance, c'est les marchés publics. Lorsque l'entretien n'est pas fait, c'est les marchés publics. Mais en réalité, tout se résume au marché public. D'où l'intérêt d'accompagner ces acteurs pour mieux servir l'entreprise. Et je crois que c'est un cri de cœur que je lance aux autorités. Il faut, c'est vrai, il peut y avoir parfois des déviances, des cas de mauvaise application des critères, des normes. Nul n'est à l'abri dans les marchés publics. Nul n'est réellement à l'abri. Tant que vous êtes dans cette fonction, vous pouvez commettre des erreurs. Vous devez tout faire pour minimiser autant que faire se peut les erreurs pour ne pas en payer le prix. Parce que le prix à payer est très souvent lourd. Il n'est pas intéressant qu'un jeune sorte d'université alors qu'il n'a pas encore assez pratiqué, il passe SPM d'une grosse structure et simplement dans l'application, il fait une ouverture où il applique mal les règles, où il viole le principe d'égalité de traitement des candidats, où il viole le principe de transparence. Et il y a un recours qui remonte là où ça doit remonter et les faits sont avérés. Et ça peut le conduire à une exclusion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui n'a étudié que les marchés publics. Ses parents ont payé toute la formation pour lui pour qu'il soit dans les marchés publics. Il a trouvé de l'emploi en tant que SPM. Il a appliqué, peut-être parfois de bonne foi, mais il était dans l'erreur, n'est-ce pas? Et on relève effectivement que la sanction, il faut dire que les sanctions sont strictes et lourdes au Bénin, dans le code des marchés publics actuels. Donc vous imaginez, diplômé, vous commencez l'emploi, vous n'avez pas 2 ans, 3 ans d'expérience et vous avez à peine 4 ans d'expérience et on vous exclut pour 5 ans. Et non seulement qu'on vous exclut pour 5 ans, mais c'est que, voilà, justement, et vous ne pouvez plus rien faire qui touche au marché public. Mais en général, beaucoup d'activités touchent au marché public. Donc, vous voyez, c'est vraiment une punition. C'est vrai que c'est moins que peut-être la détention préventive, la détention, l'incarcération, la privation, la peine privative de liberté, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même assez lourd pour un jeune s'il perd 5 ans de sa vie à faire totalement autre chose que ce qu'il a appris pendant tout son cursus de formation. C'est un prix assez lourd à payer. D'où l'intérêt réellement de sensibiliser, d'attendre peut-être parfois d'avoir une certaine maturité, parce que il faut pouvoir comprendre pour mieux expliquer. L'incompréhension crée beaucoup de frictions, beaucoup de problèmes au sein des entreprises. Et si le SPM n'est pas capable d'expliquer à sa hiérarchie, à ses collaborateurs, parfois ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, il se transforme en ennemi public. Et
il n'est pas intéressant dans un climat social d'être celui qui est la cause des problèmes au sein de l'entreprise. Je crois que c'est une responsabilité assez lourde pour des jeunes qui se lancent dans les marchés publics. D'où l'intérêt de continuer à former, à sensibiliser, à faire de partage d'expériences, à créer une dynamique. Et je crois que, comme je le disais tantôt, une grosse opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est la digitalisation, c'est le e-procurement qui permettra de mieux mitiger certains risques liés au marché public, d'utiliser certaines modélisations au niveau de l'évaluation, au niveau de la préparation, au niveau de l'attribution des marchés publics, et cela réduira le risque aussi lié aux pressions exogènes, externes, que parfois les SPM peuvent avoir tant au niveau social qu'au niveau institutionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci.